Le verre à champagne glissa des doigts de Colton, le cristal se brisant sur le sol en marbre de la salle à manger de son père. Personne ne le remarqua. Ils riaient tous de la dernière anecdote de Gavin au tribunal, suspendu à chacun de ses mots comme s'il était une divinité juridique. Mais Colton, lui, l'observait. Son pouce caressait le dos de son père, le pouce de Lana reproduisant le même motif qu'elle dessinait sur la colonne vertébrale de Colton pendant leur première nuit de mariage. « Fais attention, mon garçon, gloussa Gavin, sans même jeter un coup d'œil au verre brisé. Tu as les mains moites ce soir. » Lana leva les yeux de derrière la chaise de Gavin, sa main manucurée toujours posée sur son épaule. « Je vais chercher le balai, dit-elle, mais ses yeux croisèrent ceux de Colton un bref instant. Dans cette fraction de seconde, il vit quelque chose qu'il n'avait pas remarqué depuis des mois. De la culpabilité mêlée à de la défiance. « Laisse tomber, dit Colton doucement. Les employés pourront nettoyer ça plus tard. » Sarah, sa sœur cadette, leva un sourcil de l'autre côté de la table. Elle avait toujours été perspicace, remarquant des détails que les autres manquaient. « Ça va, grand frère? Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. » Elias, 12 ans, tira sur la manche de Colton. « Papa, pourquoi tu regardes maman et grand-père comme ça ?» La question flotta dans l'air comme de la fumée. Gavin finit par se retourner, son visage buriné affichant une inquiétude qui semblait sincère. À 65 ans, le juge fédéral à la retraite imposait toujours le respect, ses cheveux argentés parfaitement coiffés, son costume impeccable. « Colton, tu as trop travaillé tard au laboratoire. Ces reconstructions de crâne te montent à la tête. » « Ouais, réussit à dire Colton. « Peut-être. » Mais au fil de la soirée, il catalogua méticuleusement chaque interaction. La façon dont Lana remplissait le verre de vin de Gavin avant celui de tout le monde. Comment elle riait trop fort à ses blagues. La familiarité de son toucher lorsqu'elle effleurait de la poussière imaginaire sur sa veste. Des détails qui sembleraient innocents à n'importe qui d'autre. Mais pour un sculpteur médico-légal formé à remarquer les moindres anomalies, il dressait un tableau effrayant. Plus tard dans la nuit, après que Lana se soit retirée au lit en prétextant un mal de tête, Colton s'assit dans son bureau entouré de visages d'argile de mort. Son travail exigeait de reconstruire des vies à partir de fragments, de trouver la vérité dans les os. Maintenant, il devait appliquer ces mêmes compétences à sa propre vie. Il se souvint de l'ancien iPad de Lana, relégué à la cuisine pour les recettes après qu'elle les remplaçait. Elle avait toujours été négligente avec la technologie, ne supprimant jamais correctement quoi que ce soit. Ses mains tremblaient alors qu'il l'allumait, faisant défiler de vieux messages. La plupart étaient des listes d'épiceries banales, des rendez-vous, des textos à sa sœur, Mélanie. Mais il trouva alors le fil qui lui noua l'estomac. Des messages à un contact simplement étiqueté G et il ne se doute de rien. Tu avais raison, les travaux de reconstruction le tiennent occupé. Mon fils a toujours été trop analytique, mais pas assez il semblerait, il faut faire plus attention, surtout après ce qui est arrivé à Margaret. Margaret? Le nom de sa mère. Elle est décédée il y a 8 ans de ce que les médecins ont appelé un épisode cardiaque soudain. Colton fit défiler d'autres messages qui lui donnaient la nausée. Tu ne sauras jamais. De toute façon, on a le même sang. L'iPad s'écrasa sur le sol alors que les mains de Colton commençaient à trembler. Dehors, la pluie commençait à tambouriner contre les fenêtres, mais tout ce qu'il pouvait entendre, c'était le son de son monde qui se brisait comme ce verre à champagne. Le laboratoire médico-légal lui parut différent à présent, son environnement stérile étrangement réconfortant. Colton étala les preuves comme des morceaux d'un crâne. Il reconstruisait des relevés téléphoniques, des relevés bancaires, des notes chronologiques. Chaque fragment racontait une partie d'une histoire qu'il ne voulait pas croire. « Tu es arrivé tôt, dit Dean Martinez en entrant dans le laboratoire avec 2 tasses de café. Le détective était l'ami de Colton depuis l'université, l'une des rares personnes à comprendre le coup psychologique de leur travail. « Tu travailles sur l'affaire Henderson ?» Quelque chose comme ça. Colton accepta le café avec gratitude. Dean, hypothétiquement, si quelqu'un voulait suivre les transactions financières entre membres de la famille, que rechercherais-tu? L'instinct de flic de Dean se mit en marche. Hypothétiquement, des retraits importants d'argent liquide, des virements vers des comptes que le conjoint ignore. Des paiements qui ne correspondent pas aux dépenses connues. Pourquoi? Au lieu de répondre, Colton lui montra les relevés bancaires de Lana. Il y avait accédé en utilisant l'identifiant de compte partagé qu'elle n'avait jamais pris la peine de modifier. Regarde ces dépôts.
Chaque mois, 5 000 $ d'un compte enregistré au nom de G. Bear Consulting. Ton père a une société de conseil? Apparemment. La voix de Colton était plate. Il l'a créée juste après la mort de ta mère. C'est marrant que Lana n'ait jamais mentionné son travail de conseil à temps partiel. Dean étudia les documents. Ça pourrait être innocent, tu sais. Peut-être qu'elle l'aide avec ses affaires au motel Océancide. Tous les mardis depuis 6 mois, Colton sortit ses photos de surveillance. Il avait commencé à les suivre il y a 3 jours, en utilisant des compétences apprises grâce à la documentation des scènes de crime. Ce sont eux, Dean. Ce sont ma femme et mon père. L'expression du détective se durcit. Mon Dieu, Colton. Je suis désolé. Ça empire. Colton lui montra les dossiers médicaux qu'il avait demandés au médecin de sa mère. L'épisode cardiaque de maman. Le médecin avait noté des symptômes inhabituels, mais papa a insisté pour une crémation avant qu'une autopsie puisse être pratiquée. C'était un juge fédéral, Dean. Qui remet en question un juge fédéral? Tu crois qu'il... Je pense que mon père planifie ça depuis longtemps, et je pense que ma mère l'a découvert ce soir-là. Colton était assis en face de Lana au dîner, observant sa performance. Elle se plaignait de sa journée, demandait des nouvelles de son travail, jouait l'épouse attentionnée. Mais maintenant, il voyait les indices, la façon dont elle évitait le contact visuel direct. Comment elle touchait sa gorge lorsqu'elle mentait. Le léger tremblement dans sa voix quand elle mentionnait Gavin. Ton père a appelé aujourd'hui, dit-elle avec désinvolture. Il veut qu'on vienne dîner ce week-end. Une sorte de célébration pour sa retraite. Qu'est-ce qu'on fête, exactement? 30 ans au tribunal. Il se retire enfin. Elle marqua une pause, puis ajouta, il avait l'air seul. Je crois qu'il regrette ta mère. L'audace de cette remarque contracta la mâchoire de Colton. J'en suis sûr. Plus tard, alors que Lana dormait à côté de lui, Colton fixait le plafond et planifiait. Il pensait à son fils, Elias, qui serait dévasté. À Sarah, qui avait toujours admiré leur père. Aux collègues qui respectaient l'héritage juridique de Gavin. La vérité détruirait plus que simplement son mariage. Elle briserait les fondations de toute une famille. Mais certaines fondations étaient bâties sur des mensonges, et Colton avait passé sa carrière à démêler la vérité de la tromperie. Le lendemain matin, il installa un logiciel de surveillance sur le téléphone de Lana pendant qu'elle prenait sa douche. L'après-midi, il écoutait sa conversation avec Mélanie, sa jeune sœur. Je ne peux plus continuer comme ça. La voix de Lana crépitait dans l'écouteur. Colton commence à se méfier. Tu aurais dû y penser avant de commencer à coucher avec son père. La désapprobation de Mélanie était claire. Tout ça est dégoûtant, Lana. Tu ne comprends pas, Gavin me fait me sentir vivante. Colton a toujours été si froid, si clinique. Même au lit. On dirait qu'il m'analyse. C'est un homme bien. Il ne mérite pas ça. Les hommes bien finissent derniers. Gavin m'a appris ça. L'enregistrement s'interrompit lorsque Lana mit fin à l'appel. Colton était assis dans sa voiture devant le laboratoire, les mains serrant le volant jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Il pensa à Margaret, sa douce mère qu'il avait élevée, lui et Sarah, avec patience et amour. Si Gavin avait pris sa vie pour ouvrir la voie à Lana, alors ce n'était pas juste un adultère. C'était un meurtre. Cette nuit-là, il les confronta tous les deux à la marina, où Gavin gardait son yacht. Le vieil homme sécurisait les amarres lorsque Colton s'approcha, Lana traînant derrière, l'air nerveux. « Il faut qu'on parle, dit Colton. » Gavin se redressa, instantanément alerte. Malgré son âge, il se tenait toujours comme le juge. Il avait été autoritaire, dominant. À propos de quoi, mon fils? À propos de maman. À propos de Lana. À propos des mensonges. Le silence s'étira entre eux, brisé seulement par les vagues clapotant contre le quai. Finalement, Lana s'avança. Colton, quoi que tu penses savoir, il la coupa. Il sortit son téléphone, diffusant une de leurs conversations enregistrées. Leurs voix résonnèrent sur l'eau, intime et accablante. Le visage de Gavin resta impassible, mais Colton vit le calcul dans ses yeux, le même regard qu'il avait porté lors d'affaires difficiles, pesant les options et les conséquences. Tu as toujours été trop intelligent pour ton propre bien, dit finalement le vieil homme. Tu l'as tué?
La voix de Colton était à peine plus qu'un murmure. « Tu as tué maman ?» Pendant un instant, Gavin parut sincèrement surpris. Puis il rit, un son dépourvu de chaleur. Margaret était faible. Un cœur faible, une volonté faible. Elle ne pouvait pas supporter la vérité sur ce à quoi ressemble le vrai pouvoir. L'aveu frappa Colton comme un coup physique. Il se jeta en avant, repoussant violemment Gavin. Le vieil homme trébucha en arrière, ses bras tournoyant alors qu'il essayait de retrouver son équilibre. Pendant un instant terrifiant, il vacilla sur le bord du quai avant de tomber dans l'eau sombre en contrebas. Lana hurla, mais Colton se retourna et s'éloigna, ses pas résonnant sur les planches de bois derrière lui. Il pouvait entendre Gavin crachoter et jurer alors qu'il se débattait dans l'eau froide. « Et c'est plus fort la prochaine fois » lança Colton par-dessus son épaule. Le gala du tribunal était l'événement juridique de l'année à Portland, une célébration en cravate noire des juges et procureurs à la retraite. Colton ajusta son smoking en regardant Gavin faire le tour de la salle, acceptant les félicitations et les éloges de collègues qui n'avaient aucune idée du genre d'homme qu'il honorait. Lana était superbe dans sa robe émeraude, jouant le rôle de la belle-fille dévouée à la perfection. Elle se tenait à côté de Gavin, riant à ses histoires, touchant son bras juste assez pour paraître affectueuse mais pas inappropriée aux yeux des autres. Elle avait remplacé la veuve éplorée, cette jeune femme bienveillante qui avait contribué à apaiser la solitude d'un vieil homme. « Il a bonne mine pour son âge », murmura Richard Klein à côté de Colton. Son ancien camarade de fac était devenu l'un des avocats spécialisés en divorce les plus impitoyables de Portland, et Colton avait fini par le contacter la veille. Difficile de croire qu'il est capable de ce que tu décris. Les meilleurs prédateurs ont toujours l'air inoffensifs, ajouta Richard en sirotant son vin. Tu es sûr de ça? Une fois que tu auras appuyé sur la détente, il n'y aura plus de retour en arrière. Colton pensa à la tombe de sa mère, à Elias qui demandait pourquoi maman avait l'air si triste ces derniers temps, à ses 8 années de mensonges et de manipulation. J'en suis sûr. Le juge Waller s'approcha de l'estrade, demandant le silence. Mesdames et messieurs, nous sommes réunis ce soir pour honorer l'un de nos plus illustres confrères. Gavin Baird a siégé au tribunal fédéral pendant 30 ans, présidant certains de nos dossiers les plus complexes avec sagesse et intégrité. Les applaudissements furent tonitruants. Gavin se tenait debout, saluant avec grâce tandis que ses collègues se levaient. C'était son moment de triomphe, l'aboutissement de décennies de service public. Colton sortit son téléphone. Mais avant de continuer, lança-t-il, assez fort pour que sa voix porte à travers la salle, je pense que tout le monde devrait entendre ce que le juge Baird pense réellement de la justice. Les murmures confus s'éteignirent tandis que la voix de Colton emplissait le système de sonorisation. Il avait piraté l'équipement audio du lieu plus tôt, en utilisant des compétences acquises dans la technologie de la scène de crime. À présent, les conversations les plus intimes de Gavin et Lana résonnaient dans la salle de bal. La beauté d'être juge, c'est que tout le monde suppose que tu es au-dessus de la corruption. Mais le pouvoir est fait pour être utilisé, Lana. Tu crois que j'ai choisi les affaires qui profiteraient à nos investissements par hasard? Et ce procès environnemental? Celui contre Morrison Industries? Classé sans suite pour des vices de forme que j'ai contribué à créer. Morrison s'est montré très généreux envers nos comptes offshore. La salle fut secouée de halètements choqués et de cris de colère. Le visage de Gavin devint livide alors qu'il se précipitait vers le micro, mais l'enregistrement continuait. Et Margaret? Est-ce que tu éprouves de la culpabilité parfois? Elle allait tout révéler. Les dossiers falsifiés, les verdicts truqués, les pots de vin. Je ne pouvais pas la laisser détruire tout ce que nous avions bâti. Alors tu l'as empoisonnée. La digitaline est difficile à détecter chez quelqu'un qui a déjà des problèmes cardiaques. Un peu plus dans son thé du soir et la nature a fait son œuvre. Le chaos explosa dans la salle de bal. Juges et avocats se précipitèrent vers les sorties, certains criant des accusations, d'autres fuyant simplement les lieux. Les flashs des appareils photo crépitaient tandis que les journalistes capturaient chaque instant. Gavin restait figé à l'estrade, sa façade parfaite se fissurant enfin. « C'est fabriqué » hurla-t-il. Manipulation numérique. Mais Colton s'était préparé à cette défense. Un deuxième enregistrement commença à être diffusé, une conversation de quelques heures plus tôt, lorsque Gavin avait tenté de soudoyer Bryce Delaney, son filleul, pour l'aider à étouffer le scandale. « Combien, Bryce ?» La voix de Bryce était claire à travers les haut-parleurs. 500 000 $ en liquide. Tout ce que tu as à faire, c'est dire que les enregistrements sont faux,
que Colton les a manipulés. Et si je refuse? Alors tu te retrouveras face à de très graves accusations. J'ai encore des amis dans le système, mon garçon. Ne l'oublie pas. La deuxième vague de choc fut encore plus dévastatrice que la première. Des agents fédéraux qui assistaient au gala en tant qu'invités se dirigeaient déjà vers Gavin. Le juge leur criait dans son téléphone, exigeant des enquêtes. Vera, l'ancienne greffière de Gavin, se fraya un chemin à travers la foule pour atteindre les agents du FBI, le visage déterminé. « J'ai des dossiers », lança-t-elle. Des années d'affaires qui n'avaient aucun sens. J'en ai gardé des copies. Lana tenta de s'éclipser dans la confusion, mais Sarah lui bloqua le passage. La sœur de Colton avait les larmes aux yeux, mais sa voix était ferme. « Tu as détruit notre famille. » « Pourquoi? De l'argent? » « Tu ne comprends pas, » dit Lana désespérément. « Ton père est magnétique. Il m'a fait me sentir comme une idiote. » La voix de Sarah trancha comme une lame. « Parce que c'est ce que tu es. Une idiote pathétique et égoïste. » La sécurité tentait de rétablir l'ordre, mais la colère de la foule était trop intense. Quelqu'un lança une boisson sur Gavin, le liquide tachant son smoking impeccable. D'autres criaient des questions, exigeant des réponses, réclamant justice. Colton observait tout cela depuis le fond de la salle, se sentant étrangement vide. C'était ce qu'il avait voulu. Une humiliation publique. La destruction de la réputation de Gavin, la révélation de chaque mensonge. Mais la victoire semblait creuse quand elle se faisait au prix de tout ce en quoi il avait cru autrefois. Son téléphone vibra avec un SMS de Dean. Perquisition du FBI chez toi. Lana a été arrêtée. La dernière pièce du puzzle se mettait en place. Dans quelques heures, les agents fédéraux examineraient chaque relevé financier, chaque communication, chaque élément de preuve que Colton avait soigneusement conservé. Le dossier contre Gavin et Lana serait béton. Alors que Colton quittait le gala, il croisa Bryce Delaney sur le parking. Le plus jeune était assis sur le capot de sa voiture, la tête entre les mains. « Il était comme un père pour moi, » dit Bryce sans lever les yeux. « J'aurais tout fait pour lui. » « C'est ce sur quoi il comptait, » répondit Colton. « C'est ce sur quoi il comptait avec nous tous. » Mais alors qu'il rentrait chez lui à travers les rues glissantes sous la pluie, Colton ne pouvait se défaire du sentiment que sa véritable transformation ne faisait que commencer. La salle d'audience familiale lui semblait plus petite que ce qu'il avait imaginé, ses boiseries en chêne et son atmosphère formelle contrastant fortement avec le chaos qu'était devenu sa vie. 3 semaines s'étaient écoulées depuis le gala, et la machine judiciaire avançait avec une efficacité implacable. Lana était assise à la table des accusés dans une combinaison orange, son image parfaite enfin brisée. De sombres cernes sous ses yeux témoignaient de nuits blanches passées en cellule de prison, et ses cheveux, autrefois impeccables, pendaient sans éclat autour de ses épaules. Elle paraissait plus âgée, vaincue, mais ses yeux conservaient toujours cette lueur calculatrice que Colton reconnaissait désormais comme de la pure manipulation. « Votre honneur, » commença le procureur, « nous avons une preuve vidéo que l'accusé a tenté d'inciter son fils mineur à fournir de faux témoignages concernant les prétendus abus de son père. » L'écran s'illumina avec des images des caméras cachées de Colton, Lana assise avec Elias, 12 ans, sa voix douce comme du miel alors qu'elle lui servait des mensonges. « Papa se fâche parfois, n'est-ce pas, mon chéri? Quand il travaille trop tard au laboratoire, je suppose, répondit Elias avec incertitude. Et parfois il crie. Peut-être même qu'il pousse les gens. Maman, je ne me souviens pas. Ce n'est pas grave de dire la vérité, mon cœur. Papa ne sera pas fâché si tu es de maman. L'expression du juge se durcit à mesure que la vidéo se poursuivait. Colton observait la confusion et la douleur de son fils, se sentant malade d'avoir dû enregistrer sa propre femme détruisant l'innocence de leur enfant. C'est inadmissible, dit la juge Patterson, en retirant ses lunettes. Madame Baer, vous avez tenté de manipuler un enfant mineur pour qu'il se parjure afin d'obtenir un avantage dans une procédure de garde. Combiné aux preuves de votre implication dans la falsification de juges et d'éventuelles charges de complicité de meurtre, ce tribunal n'a d'autre choix que de mettre fin à vos droits parentaux, avec effet immédiat. Le sang-froid de Lana finit par se briser. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est mon fils. Vous auriez dû y penser avant de choisir votre complot criminel au détriment du bien-être de votre enfant. Sarah serra l'épaule de Colton depuis la galerie. Sa sœur avait accepté d'assurer la garde temporaire d'Elias pendant que Colton gérait sa propre évaluation psychologique.
Le psychiatre désigné par le tribunal lui avait diagnostiqué une réaction aiguë au stress et avait recommandé une thérapie avant que la garde complète puisse être rétablie. Elle a raison, murmura Colton à Sarah. Je ne suis pas apte à être son père en ce moment. Tu es en train de guérir, répondit Sarah. C'est différent d'être brisé. Après l'audience, Colton se retrouva à l'appartement d'Amanda Val. L'ancienne meilleure amie de Lana était devenue un témoin clé après avoir découvert que son propre mari avait versé des pots de vin par le biais du réseau de Gavin. La trahison avait détruit le mariage d'Amanda, mais elle lui avait également donné la motivation de coopérer pleinement avec les enquêteurs fédéraux. J'aurais dû le voir, dit Amanda, versant du café avec des mains tremblantes. Les bijoux chers, les voyages soudains. La façon dont elle parlait de Gavin comme s'il était une sorte de saint. Je pensais qu'elle était juste reconnaissante de son soutien. Après la mort de ta mère, nous sommes tous passés à côté, dit Colton. C'était le but. Amanda sortit un dossier manille. Il y a autre chose. Quelque chose que le FBI ne sait pas encore. Elle hésita, puis fit glisser plusieurs documents sur la table. Dossiers médicaux. Lana est enceinte. Les mots frappèrent Colton comme un coup physique. De combien de mois? Environ 4 mois. Mais voilà le truc. Dylan Reeves, au laboratoire de paternité, a effectué les tests ADN préliminaires. Ce n'est pas le tien, et ce n'est pas celui de Gavin non plus. Colton fixa l'analyse génétique, essayant d'assimiler cette nouvelle trahison. Alors de qui? Nous ne savons pas encore. Mais elle voyait quelqu'un d'autre, même pendant qu'elle était avec ton père. La capacité de cette femme à la tromperie est honnêtement impressionnante. Ce soir-là, Colton rendit visite à Gavin au centre de détention fédéral. Son père était assis en face de lui dans la salle des visites, portant une combinaison orange standard. Le fier juge avait disparu, remplacé par un vieil homme aux yeux creux qui semblait avoir tous ses 65 ans. « Tu viens te réjouir ?» demanda Gavin. « Je viens comprendre. » Colton se pencha en avant. « Pourquoi maman? Pourquoi ne pas simplement divorcer si tu voulais Lana ?» Le rire de Gavin était amer. Ta mère a trouvé des preuves. Des documents financiers montrant comment je manipulais les affaires depuis des années. Elle allait me dénoncer. Son propre mari. Après tout ce que je lui avais donné. Tout ce que j'avais construit pour cette famille. Alors tu l'as tué. Je nous ai protégés. Mais tu lui ressemblais trop. Trop juste. Trop naïve. Tu aurais tout ruiné à la fin. L'aveu aurait dû clore le chapitre, mais Colton ne ressentit que du vide. L'arrêt cardiaque, la digitaline dans son médicament du soir. Intraçable après la crémation. Je comptais sur le fait que vous seriez trop accablé par le chagrin pour poser des questions. L'inspectrice Priscilla Rowe apparut à côté de leur table, ayant surpris la conversation. Merci, monsieur Baer. Nous espérions une confession pour le meurtre de votre femme. Cela facilitera grandement les poursuites. Gavin réalisa son erreur trop tard. Le parloir était surveillé et enregistré. Dans son arrogance, il venait de fournir la dernière pièce à conviction nécessaire pour le condamner. 2 jours plus tard, la nouvelle arriva que Gavin avait subi une crise cardiaque massive dans sa cellule. Que ce soit dû à des causes naturelles ou au stress de devoir purger une peine de prison à vie, Colton ne le saurait jamais. L'ironie ne lui échappa pas. Son père était mort de la même manière qu'il avait mis fin au jour de Margaret, seul et effrayé. Les funérailles furent modestes, en présence uniquement de Sarah Elias et d'une poignée d'anciens collègues qui croyaient encore à l'image publique de Gavin. Colton se tenait près de la tombe pendant qu'il descendait le cercueil, ne ressentant qu'un vaste vide là où sa famille avait autrefois résidé. « Ça va, papa ?» demanda Elias, en lui prenant la main. Colton baissa les yeux vers son fils. Le seul élément pur restant dans son monde dévasté. « Ça ira. » Mais même en prononçant ces mots, il savait que quelque chose de fondamental avait changé en lui. L'approche méthodique qu'il appliquait à la reconstruction des visages à partir de crânes était désormais appliquée à la nature humaine elle-même. Il percevait la corruption cachée, les motivations secrètes, les mensonges que les gens se racontaient à eux-mêmes et aux autres. Cette nuit-là, il commença à faire des projets. Le nouvel appartement était stérile. Murs blancs minimalistes, meubles noirs, tout était tranchant et propre. Colton avait vendu la maison familiale, incapable de supporter les souvenirs ancrés dans chaque pièce. Cet endroit ressemblait à un laboratoire, ce qui lui convenait parfaitement,
car c'était ce qu'était devenue sa vie, une expérience de destruction contrôlée. Les résultats de l'ADN sont arrivés concernant la grossesse de Lana, dit Selena Martinez, entrant dans son nouveau bureau avec une tablette. Son assistante était une ancienne de la CIA, recommandée par des contacts qui comprenaient la valeur de la discrétion. Le père est le juge Morrison, celui de l'affaire environnementale que votre père a arrangée. Colton absorba cette information sans surprise. Marié depuis 23 ans, 3 enfants. Candidat à sa réélection l'année prochaine. L'expression de Selena était neutre, professionnelle. Dois-je préparer un dossier? Pas encore. Classer le sous au moyen de pression future au point. Le scandale de la famille Baer avait rendu Colton tristement célèbre, mais il avait appris à utiliser la notoriété comme un outil. Des clients fortunés le recherchaient désormais spécifiquement en raison de sa réputation de dénicheur de secrets de famille. Il pensait engager une victime, quelqu'un qui comprenait la trahison. Il n'avait aucune idée qu'ils avaient affaire à quelque chose de bien plus dangereux. Sa nouvelle entreprise, Phoenix Forensic Intelligence, opérait depuis un immeuble du centre-ville. Officiellement, elle fournissait des vérifications des antécédents familiaux et une diligence raisonnable pour les entreprises. Officieusement, Colton avait mis en place le réseau d'enquête privée le plus sophistiqué de la côte ouest. Chaque avocat spécialisé dans les divorces, détective privé et greffier de tribunal qui avait été impressionné par la démolition de l'empire de Gavin lui transmettait désormais des informations. L'interphone sonna. « Monsieur Baer, votre fils est là. » Elias entra dans le bureau avec un cahier, son visage de 13 ans étant sérieux au-delà de son âge. Les 6 derniers mois l'avaient vieilli, mais ils avaient aussi aiguisé son intelligence. Il écrivait sur cette expérience, avait dit Sarah à Colton, traiter le traumatisme à travers les mots. J'ai terminé le premier chapitre, dit Elias, en posant le cahier sur le bureau, sur la façon dont tout a commencé. Colton lut les premières lignes. Mon père était un homme bon jusqu'à ce qu'il apprenne la vérité. Ensuite, il est devenu quelque chose d'autre, quelque chose de nécessaire. Tu comprends ce qui s'est passé mieux que la plupart des adultes, dit Colton. Je comprends que parfois, de bonnes personnes doivent faire de mauvaises choses pour arrêter des personnes pires. Elias rencontra le regard de son père. Tante Sarah pense que tu te perds, mais je pense que tu te trouves. Le vrai toi. La perspicacité du garçon était troublante et juste. Colton avait en effet trouvé quelque chose dans les cendres de son ancienne vie, une froide lucidité qui lui permettait de voir la nature humaine sans illusion. L'amour était une faiblesse. La confiance était une vulnérabilité. La seule vérité fiable était que tout le monde possédait des secrets dignes d'être exploités. Son téléphone vibra avec un message crypté. Colis livré. Sujet compromis. Colton ouvrit son ordinateur portable pour examiner la dernière opération. La femme du sénateur Bradley avait engagé Phoenix pour enquêter sur les dettes de jeu de son mari. Ce qu'elle avait obtenu, c'était la preuve de sa liaison avec une lobbyiste, de son acceptation de contributions illégales à sa campagne et de ses antécédents de harcèlement. Le sénateur annoncerait sa démission dans la semaine. Encore un politicien qui tombe, observa Selena en lisant par-dessus son épaule. Ils finissent tous par tomber, de toute façon. Nous ne faisons que contrôler le moment. Ce soir-là, Colton se rendit en voiture au cimetière en bord de mer où ses parents étaient enterrés. La pierre tombale de Margaret était simple, élégante. Celle de Gavin était identique, bien que Colton ait payé pour la parcelle plus chère uniquement pour sauver les apparences. « Je suis devenu tout ce que tu craignais, dit-il à la tombe de son père. Mais contrairement à toi, je ne prétends pas être juste. Je ne me cache pas derrière une robe de juge ou de fausses valeurs familiales. Je suis ce que je suis, un prédateur qui chasse d'autres prédateurs. » Le vent portait les senteurs du sel de l'océan et de la pluie. Le temps à Portland avait toujours été imprévisible, passant d'un extrême à l'autre sans prévenir. Colton trouvait ça approprié. Son téléphone sonna. Le journaliste Keegan Holt, l'un des nombreux reporters qui tentaient de dénoncer les méthodes de Phoenix. « Baer, je sais ce que vous faites. Le schéma est trop évident. Chaque scandale, chaque politicien démasqué, chaque famille ruinée est liée à votre entreprise. Prouvez-le, dit Colton calmement. Je le ferai. Et quand je l'aurai fait, tout le monde verra ce que vous êtes réellement. Que suis-je, M. Holt? Un homme qui est devenu le monstre qu'il combattait autrefois. Colton raccrocha sans répondre. Holt n'avait pas tort, mais il n'avait pas tout à fait raison non plus. Les monstres agissaient sans but, détruisant au hasard.
Colton était précis, chirurgical. Il ciblait la corruption et l'hypocrisie avec la même approche méthodique qu'il avait autrefois utilisée pour reconstituer des visages à partir de crânes. La différence était que les os étaient honnêtes. Il racontait des histoires simples de traumatisme et de mort. Les gens étaient infiniment plus complexes, leurs mensonges empilés comme des roches sédimentaires. Mais tout le monde avait un point de rupture, un seuil de pression où leur façade soigneusement construite se fissurait. Trouver ces fractures était devenu sa spécialité. 6 mois plus tard, Colton se tenait dans l'ombre à l'extérieur du pénitencier d'État, regardant Lana sortir par les portes. Sa grossesse s'était terminée par une fausse couche pendant son procès, une autre victime du chaos qu'elle avait créé. Maintenant, après avoir purgé une peine réduite en échange de son témoignage contre d'autres fonctionnaires corrompus du réseau de Gavin, elle était libre. Une limousine noire attendait au bord du trottoir. L'homme qui en sortit était grand, aux cheveux argentés, vêtu d'un costume coûteux, exactement le type d'homme qui serait attiré par une femme possédant les compétences particulières de Lana. Colton l'avait reconnu grâce à ses dossiers, Thomas Wellington, directeur pharmaceutique, récemment divorcé, actuellement sous enquête pour manipulation des prix. Lana était différente. Plus mince, plus dure. Sa beauté s'était aiguisée en quelque chose de plus prédateur. La prison lui avait appris des choses, avait affiné ses talents naturels pour la manipulation. Elle souriait à Wellington avec la même expression qu'elle avait autrefois utilisée sur Gavin, le même charme calculé qui avait détruit le monde de Colton. Mais cette fois, il était prêt. Colton sortit son téléphone et ouvrit le dossier qu'il avait constitué sur Wellington. Relevé financier, communication personnelle, photographie de ses réunions secrètes avec des concurrents. Le directeur pharmaceutique pensait gagner une femme belle et expérimentée, qui comprenait le pouvoir et la discrétion. Ce qu'il obtenait en réalité, c'était le prédateur le plus dangereux que Colton ait jamais rencontré. Sauf que maintenant, elle était surveillée par quelqu'un d'encore plus dangereux. Le deuxième round commence. Murmura Colton pour lui-même, démarrant sa voiture au loin. Le rire de Lana flottait dans l'air du soir alors que Wellington l'aidait à monter dans la limousine. Elle n'avait aucune idée que chacun de ses mouvements, chacun de ses mots, chaque respiration qu'elle prenait, était surveillé par le réseau que Colton avait construit à partir des cendres de leur mariage. Elle lui avait appris que l'amour était une faiblesse et que la confiance était fatale. Maintenant, il allait lui apprendre ce qui se passait lorsque ces leçons étaient poussées jusqu'à leur conclusion logique. Le jeu recommençait. Mais cette fois, Colton avait toutes les cartes en main. Et contrairement à son père, contrairement à Lana, contrairement à tous les fonctionnaires corrompus et aux familles hypocrites qu'il avait détruits, Colton n'avait aucune illusion sur ce qu'il était devenu. Il était le monstre qui se cachait à la vue de tous. Le prédateur qui chassait les prédateurs. L'homme qui avait appris que parfois, la seule façon de combattre le mal était de devenir quelque chose de pire. Alors que la limousine disparaissait dans les rues éclairées au néon de Portland, Colton sourit pour la première fois depuis des mois. L'expression aurait terrifié quiconque l'aurait vue, froide, calculatrice, totalement dépourvue de pitié. Certaines histoires se terminaient par la rédemption. D'autres se terminaient par la vengeance. Celle-ci ne faisait que commencer.